Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. Contact! Miller and Mir! Side to side! They bash into each other! The checkered flag is out! It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight! No questions about it! A stunner from Fabio Quartararo to win! And the battle for second is close, but it goes to Zarco! Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est qui en poil, l'épisode 112. Avec moi ce soir, Ophélie, comment ça va? Ça va, merci. T'as passé un beau week-end? T'as bien dormi ou pas? Moi, j'ai bien dormi. J'ai profité de l'option replay avec plaisir ce week-end. Et Pierre? Pierre aussi, une bonne nuit de sommeil? Pas trop. Je me suis levé, moi, mais j'ai rattrapé plus tard. Tu t'es levé? Un peu plus tard. C'est Jimmy donc qui a gagné les goodies. Je vais envoyer tout ça avec les goodies aussi du premier GP puisque j'ai un petit peu traîné. Donc on va envoyer tout ça cette semaine. Et on va commencer par 2-3 petites news. Donc en Moto 3, on a McPhee qui continue à enchaîner les chats noirs puisque il s'est fracturé 2 vertèbres à l'entraînement, donc ça a l'air d'aller, mais bon, forcément, il va manquer Mandalika et peut-être d'autres courses aussi. Donc, ça continue pour la grande chance du pilote britannique. T'as une petite news MotoGP aussi, ouais, Pierre? C'est sorti aujourd'hui. Le 5 fois champion du monde George Lorenzo, le 4 fois champion du monde Max Biaggi et le 4 fois champion du monde Hugh Anderson, qui est un contemporain de toi, je crois, Cyril, tu l'as vu rouler. Non. non, du coup, il a roulé avec Suzuki au début des années 60 en 50 cm3 et 125. Ouais. Et 2 fois vainqueur du TT. 50 cm3, ouais. C'est violent quand même. Avec des kits ou pas? Je sais pas s'ils sont quittés, mais pour faire le tour du TT, ça devait prendre des heures, c'est pas possible. Grimper la montagne en 50, j'imagine même pas. Et ils seront donc intronisés cette année tous les 3, MotoGP Legend au Hall of Fame. Donc pour Lorenzo, ce sera fait à Jerez, pour Biaggi, ce sera fait à Mugello, et pour le néo-zélandais, donc ce sera sans doute fait à Phillip Island un peu plus tard, donc du coup dans la saison. Je te laisse continuer sur les prochaines news. Oui, donc on a une fracture de la jambe pour Van der Mark à l'entraînement, lui aussi, mais plus à vélo. Il va manquer les essais à Misano avec BMW. De toute façon, il n'y avait pas tout le monde aux essais. Je crois qu'il n'y avait pas les Yamaha et les Honda officiels. N'empêche que Mayas a bien assuré. Je crois qu'il a fait le 3e temps. Il a bien tourné. Non, ça c'est cool. Bautista, premier, je crois, des temps. Bon, c'est le début de saison. Hein. Je rigole. C'est ça, ouais, c'est le début de saison. Ouais. Il roule jusqu'en juin, Bautista, c'est comme ça. C'est ça. Après, il est pas assez payé pour rouler plus longtemps. Après, on parle argent et là, ça s'arrête. Ça déborde déjà. Ouais, pour la dernière news aussi, moi j'ai pas fait le bon élève puisque j'ai pas regardé encore, j'ai pas commencé à regarder encore la série sur Amazon Prime. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez regardé déjà des épisodes, Ophélie? Ouais, moi j'ai regardé. Je n'ai pas encore terminé la série. Je pense que j'en suis à peu près au même niveau que Pierre. J'ai regardé les 3 premiers épisodes. Alors j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé ça beaucoup moins dans le drama et la mise en scène que Drive to Survive sur Netflix. Après avec du recul, il y a un côté un peu pathos sur le 2e avec Rins, pour pas spoiler les gens. Mais j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé ça agréable d'avoir un peu des off des pilotes et de leur vie à côté de ce que l'on peut voir autant sur les réseaux que pendant les courses, pendant les week-ends. Rien qu'avec par exemple Miller qu'on voit pas entraîner mais soutenir un des gamins du CEV ou Vignales qui pour lequel on le suit un peu dans ses péripéties mais sur lequel il a un côté un peu plus humain quand on le voit suivre la grossesse de sa femme. Enfin, je trouve ça agréable en fait d'avoir une série qui montre aussi que les pilotes en dehors de la course sont des êtres humains. Et le gros plus de cette série, c'est Miller qui crève l'écran. C'est un régal de le regarder dans cette série, c'est un bonheur, quoi. Est-ce qu'il gagne des courses dans la série ou pas? Oui. Ah. Il paraît qu'il en a gagné quelques-unes l'année dernière. Il en a gagné quand même. Mais ouais, elle est vraiment agréable à regarder. Et le point négatif que je pourrais avoir, c'est qu'il manque des pilotes et qu'on comprend pas trop pourquoi, mais c'est sûrement des questions de contrat
de choses encore top secrètes qu'on connaît pas, mais ouais, c'est pas mal à regarder, ça passe le temps. Ouais. Pierre, je rejoins Ophélie. Je rajouterais qu'il y a quand même un peu ce qu'on n'a jamais vu. On voit un peu ce qui se passe dans que ce soit au niveau organisation des grands prix et aussi commission de course. Donc ça c'est vachement intéressant. On comprend aussi pourquoi Quartararo ils ont pas sanctionné quand son cuir s'est ouvert, etc. Donc c'est tout petit, hein, mais ça a le mérite d'exister. Après, j'aime bien effectivement voir les pilotes un peu plus intimes. Effectivement, on s'attache beaucoup plus facilement. C'est tous des belles personnes. De toute façon, je pense il y a pas de gigantesque trou du cul, je pense, en MotoGP, mais voilà, ça permet quand même de se sentir encore. Il y a plus de gigantesque. Je suis pas d'accord avec vous. Ah bon, vas-y, dis. Ah, mais on ne citera pas le nom de celui dont il faut pas parler pour pas se faire insulter sur les réseaux si on le critique. Un certain Espagnol qui n'est pas Marquez et chez Honda. Oh, monsieur Paul. On le voit pas trop. Pourquoi il se comporte mal dans la série ou pas? Non, mais c'est quand même un trou du cul. Faut bien mettre quelque chose au-dessus de la selle. C'est vrai. Bon, on va passer au déroulé de ce Grand Prix d'Indonésie. On va commencer avec le Moto3. Donc, ce sont Garcia, Agi, Artigas et Sura qui passent en Q2. Tate partira en pole pour la première fois de sa carrière devant Morera et Agi. Artigas 4, Mignot 5 et Foggia 6. Alors ça part bien pour tout le monde. Garcia fait un gros effort pour se placer au mieux. Donc les rythmes se mettent en place. Et ce sont Guevara, Foggia, Mignot qui vont se détacher avec Tate et Garcia qui sont dans le coup. Foggia va se détacher très très facilement après 6-7 tours. Derrière c'est Garcia et Guevara qui vont animer la course avec Mignot. Alors le duel à suivre, il est pour la 3e place parce que Guevara va se détacher aussi pour la 2. Et c'est Mignot, Mazia, Sasaki, Garcia et Honshu qui sont dans ce wagon. Alors petit à petit, Guevara se fait reprendre et les 10 derniers tours vont s'effectuer avec Foggia en tête et qui sera de toute façon pas inquiété. Un groupe de 7 derrière. Alors l'Italien compte 5 secondes d'avance et forcément ça va aller au drapeau à damier comme ça pour lui. Guevara réussit à reprendre un peu d'air pour sécuriser la 2e place et Foggia donc va l'emporter devant Guevara. Sasaki et Mignot vont chuter dans le dernier tour et c'est Sasaki qui vient accrocher en fait le pilote italien. Tate va prendre la 3 devant Garcia et Honshu. Artigas 6, Masia 7 et Félon à la porte des points 16e, donc il profite aussi d'un accrochage dans le dernier virage pour grappiller quelques places. Un petit rappel donc au général après cette course on a Foggia en tête avec 34 points, 2e Garcia 33 et 3e Guevara avec 28 points. Donc Ophélie, qu'est-ce que tu en as pensé de cette course? J'étais un peu frustrée de voir Foggia partir devant parce que ça laisse un peu un goût de manque de bataille. Mais c'était une bonne course, c'est agréable de le voir en tête et de voir que maintenant qu'Acosta est plus là, il peut remporter le championnat. Après ouais non, pourtant il y en a eu, mais j'ai manqué de bataille comme on a l'habitude pour la tête avec la Moto3. Ouais, Pierre, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, je rejoins Ophélie. Moi, j'ai trouvé la course intéressante, un peu en dessous de ce qu'on a été habitué l'année dernière en termes de bagarre. Bon, après, une fois qu'on s'est fait une raison et qu'on s'est dit que la première place ne serait plus disponible, c'était quand même sympa. Moi, j'ai bien aimé les gaz, Izan Guevara et Sergio Garcia qui ont fait un peu le show. Ouais. Dans l'ensemble, c'était une course agréable à regarder. C'était pas, après, si on compare, encore une fois, à ce qu'on a déjà pu voir, c'est sûr que c'était un peu en dessous. Non, c'est sûr, c'était pas la pire course à voir. Mais la pire course, on sait tous que tous les week-ends, c'est la course Moto 2. Donc, non, c'était une course, j'ai du mal à dire sympathique, quoi, mais déjà c'est assez intéressant de voir Foggia réussir à se détacher aussi facilement quand même. Après, ça rejoint quand même la performance du week-end dernier où même pénalisé, réussit à bien se replacer, à faire à être pas si loin de la tête. Donc je pense qu'il va être assez dominateur cette saison. Alors après, j'espère qu'il va pas faire ça tous les week-ends, quoi, mais
Enfin, j'espère pour voir un peu de bataille. Mais c'était comme tu dis, c'était intéressant parce que Guevara et Garcia, ils vont être ils sont coéquipiers et ça s'est bien bastonné quand même. Donc ça va être intéressant à suivre, quoi. Et qui est-ce qui a mis le petit mot sur Honshu? C'est moi j'ai trouvé qu'il a fait une belle course. Il lui manque toujours le petit truc pour finir devant. Mais il est vraiment pas très loin. Je pense que ça va se décanter cette année. Mais je suis assez d'accord avec toi. Je pense que au moment où il arrivera à faire un podium, il y aura un truc il y aura un déclic qui fera qu'il arrivera à se battre pour les premières places. Et tu crois que ça va être à peu près, ça va être régulier par la suite pour Honshu? On va espérer. Ça serait bien pour Tech 3. Hein. Pour parler un petit peu de Félon, c'est un petit peu dommage parce que forcément il est au final pas très loin des points, mais c'est encore un week-end compliqué. C'est très loin de la tête et il n'est pas vraiment en mesure d'aller chercher la 15e. Pas du tout, effectivement. Un gros écart. Il a plus de 7 secondes du 15e et il finit 16 à la faveur des chutes. Sinon, c'est 20-21, comme avant les chutes, il était à peu près. Ouais. Il finit à presque 32 secondes de la tête de course, soit sur ce circuit, un tiers du circuit, quoi. C'est beaucoup trop. Je sais pas ce qu'il va devoir faire. Surtout que c'est un circuit que tout le Moto3 découvrait. Ils ont jamais mis les roues ici. Donc vraiment, c'était fait pour niveler les niveaux. D'ailleurs, on a vu pas mal de rookies dans le top 10, top 15. Mais lui, il y est pas, quoi. Donc, je sais pas. J'ai pas la solution. Va falloir que ça m'inquiète beaucoup pour lui. Voilà. Ouais, faut laisser. Moi, je pense qu'il faut laisser jusqu'au Mans, c'est-à-dire à peu près le tiers de la saison, pour tirer plus d'enseignement, quoi. Mais là, il est plus rookie, il connaît les circuits, il connaît la moto, donc faut que ça paye, quoi. Puis surtout, les gros pilotes de l'année dernière sont montés. Donc forcément ça libère aussi des places devant, quoi. Donc faut que ça marque. Mais puis faut pas oublier que ça fait quand même 1 an qu'on dit il faut attendre de voir et on a un peu cru apercevoir une amélioration pendant les tests hivernaux et au final ça se fait pas en course, donc c'est qu'il y a un truc qui fonctionne pas, soit lui soit la moto, mais son coéquipier est pas autant en galère que lui, donc parce qu'il me semble que Suzuki a fini 10e. Ils sont plus Suzuki, ils sont plus coéquipiers, justement. En effet. Ouais. Il a fini Rossi a fini 17e, donc juste derrière. Ouais. Ils soit il y a un truc qui va pas au niveau des pilotes, soit la moto, mais ça fait 1 an qu'on attend qu'ils progressent et c'est pas le cas, donc c'est assez frustrant. Ouais, après la moto, on voit qu'elle performe, on voit les gaz justement qui sont des KTM. Rebadje, on voit Honshu à surveiller. Ouais. Tu voulais parler de Moreira aussi? Moi, j'ai bien aimé le week-end de Diego Moreira, le Brésilien. Ouais. Il fait première ligne en qualif, ce qui est pas donné à tous les rookies. Malheureusement pour lui, il a un problème sur la grille pour se placer. Il doit partir dernier. Et finalement, il rentre au stand. Je pense que la moto, ils ont pas su la réparer. Il y a peut-être un problème d'électronique ou mécanique, je ne sais pas, mais c'est dommage pour lui. Après, il faut pas que ça le décourage parce que il avait la vitesse ce week-end-là. Ouais, il avait quelque chose à jouer, quoi. Après, ça, pour un rookie, c'est bien, hein. On passe au Moto 2? Oui, super. Oui, super. Allez, donc en Q1, c'est Chantra, Ben Snyder, Alcoba et Corsi, donc qui vont passer en Q2. Et Dixon est en pôle devant Fernandez, Loves et Chantra 4, Ben Snyder 5 et Arenas 6. Alors la course est réduite à 16 tours puisque on a des conditions de piste qui sont quand même très chaudes. Comment? Bonne nouvelle. C'est vrai. C'est vrai qu'une course Moto 2 plus courte, c'est. Par contre, c'est un apéro plus court aussi. Hein. Donc c'est un peu le. Ah là, pour le coup, c'était pas l'apéro. Ouais. On a un apéro à 5h du matin, je suis pas sûr. Faut se décaler en horaire comme eux. Hein. C'est tout.
Et Acosta donc prend un long lap parce que il a chuté dans un partiel sous drapeau jaune en FP2, donc il sera pénalisé en course. Chantra mène le train, Canet va se repositionner dans le bon paquet malgré une qualif pas très bonne. Donc les deux Britanniques Loves et Dixon sont dans le coup jusqu'à ce que ce dernier chute, suivi de près par Corsi qui était lui aussi pas très loin de la tête. Donc Loves glisse petit à petit, va être passé par Canet puis Vietti pendant qu'Acosta réintègre le top 10, donc malgré son long lap. On a Vietti qui passe Canet pour la 2. Il faut aller après chercher Fernandez à la 5e place pour voir des dépassements. Alors ça va se titiller avec Arbolino et Aldeguer. Au final, Chantra s'impose devant Vietti et Canet. Loves 4, Fernandez 5, Ogura 6, Acosta 9. Au général, Vietti est en tête avec 45 points, Canet 2e 36, 3e Loves 29. Qu'est-ce que t'en as pensé, Ophélie, de cette petite sieste? C'est que j'ai eu beaucoup de mal, du coup, vu que je n'étais pas réveillée du tout pour les directs, à me dire qu'il fallait que je regarde cette course parce que je m'ennuie devant la Moto 2 en ce moment, c'est un enfer. Il n'y a pas que toi. Donc j'étais bien contente de me rendre compte qu'ils avaient réduit la course. Il n'y a pas vraiment de... J'étais contente de voir Chantra. C'était la grosse surprise pour moi de ce week-end. Après c'était pas une course de dingue quoi. Enfin j'en attends beaucoup plus d'Acosta avec la saison qu'il nous a fait l'an dernier. Donc là en l'occurrence terminé 9e en partant 10e. OK, il s'est pris un long lap mais on peut en attendre mieux. J'ai beaucoup aimé par contre la course d'Arbolino. Parce que c'est un pilote que j'apprécie et que j'ai l'impression qu'il a pas passé un week-end trop mauvais, donc c'était un peu mon point positif de cette course, mais sinon comme d'habitude quoi, il se passe rien en Moto 2, c'est un enfer. Moto 2, j'ai l'impression qu'on va découvrir c'est pas le mot, mais là ça a été un petit peu un révélateur de rythme, et effectivement Chantra moi je l'avais pas trop positionné dans les pilotes à suivre. Et mine de rien, avec avec un week-end comme ça, c'est rassurant de voir un pilote qui réussit à faire ça. Après de voir voir Vietti aussi parce que mine de rien sur 2 courses, c'est des belles courses les 2 fois quoi. Là, mais c'est vrai, le Moto 2 c'est des courses au train, on le sait, donc il va y avoir un petit peu de shaker dans les 3-4 premiers tours, et puis après c'est fini quoi, donc c'est un peu dommage, mais ouais. Ouais, c'est juste satisfaisant de voir Vietti là où il en est, et de voir qu'au final le Team VR46 fonctionne, parce qu'il arrive à en faire quelque chose, mais voir Sam Lowe, toujours au même endroit et chaque saison pas réussir à être devant en tête, ou alors quand il y est c'est pas longtemps. Enfin j'ai l'impression que c'est un éternel recommencement cette catégorie. Qu'est-ce que t'en penses, Pierre? Ouais, très content pour Chantra. Ça fait super plaisir à voir en interview. Il avait l'air vraiment content, comme un gamin à qui tu offres une glace, quoi. C'était très rafraîchissant. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est assez surprenant, mais comme je disais, en Moto 3, personne connaissait le circuit. En Moto 2, c'était pareil. Donc, au final, il tire son épingle du jeu. Bravo à lui. Premier Thaïlandais à gagner un Grand Prix. Donc, il a fait l'histoire pour son pays. Après, pas fifou, quoi, comme tout le reste du Moto 2. Il y a eu un peu de bagarre au début, mais c'est vite un peu tassé. Ce que j'ai aimé, ça rejoint un peu ce que vous dites par rapport à Vietti qui performe, et aussi Canet sur ces 2 premières courses, c'est que les Ayo ne dominent pas le début de saison, ce qui est plutôt rassurant pour le spectacle, ou en tout cas pour changer un peu d'équipe devant, quoi. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après on savait que l'année dernière au Qatar et à Doha, c'est Sam Lowe qui avait gagné les 2 premières courses, puis après on l'a quasiment plus vu de la saison, donc ne pas trop s'emballer non plus, mais à voir. Ça veut pas dire qu'elles sont pas là. On sait que Pedro Acosta, il fait pas n'importe quoi, il va monter en puissance, il débute et il fait déjà des trucs pas mal, et Augusto Fernandez, c'est pas non plus un manche, faut qu'il découvre aussi sa nouvelle équipe, donc là il termine 5 je crois, donc c'est pas non plus nul, donc les Ayo vont revenir devant, je pense, à un moment donné,
C'est bien de voir qu'il y a justement les autres teams ont réussi à se mettre à niveau cette saison. Ouais, c'est intéressant de voir effectivement d'autres teams. Enfin, la team VDS, donc avec Sam Loves, a toujours été présente. Canet est dans une bonne équipe aussi. Et puis la VR46, ça reste des. Maintenant, ils maîtrisent le matériel, donc c'est effectivement bien de les voir se mettre au niveau. Et bon, après, ça peut bouger assez vite sur les courses européennes qui vont arriver, mais au moins, c'est un petit peu différent de ce qu'on voit devant. Mais bon, c'est pas non plus super cool, quoi. Alors, juste un petit mot sur Acosta quand même. Ouais, si tu veux, ouais. Il se qualifie 10, il finit 9 en faisant un long lap. Bon, bah, c'est pas tout le monde qui peut faire ça, donc encore une fois, c'est une performance à noter. Il finit devant des cadors, entre guillemets, en tout cas des vieux de la catégorie comme Roberts ou Schroeter. Voilà. Putain, Schroeter, oh là là. Et après, c'est frustrant de le voir ne finir que 9e avec ce qu'il a fait pendant les tests, en fait. Enfin, pendant les tests, il était stratosphérique et là, tu le retrouves 9e. Tu te dis, bon, c'est qu'il a encore beaucoup de choses à apprendre, mais c'est sa première année, donc c'est sûr qu'il faut tempérer un peu. Exactement. Ouais, faut tempérer et bah puis à mon avis, faut qu'ils prennent la mesure de faire une course complète dans la catégorie, quoi. C'est je pense que il va vite s'y faire, et en se qualifiant un poil mieux sur des circuits qu'il connaît un peu mieux, ça peut vite basculer, quoi. Bah, j'espère pour lui, mais ouais, Acosta, ouais. Après, Vietti, Canet, Canet, moi j'aime bien le pilote. Je trouve qu'il est assez intéressant. Donc ouais, je mettrais bien une petite pièce, quoi. Bon, on verra bien. Hein. On passe au GP ? Bon, je commence dans le dur. Hein, ah Q1, bah oui, direct. Bah ouais. Bim. En Q1, Marquez fait n'importe quoi, il faut dire. Il cherche une roue, parce qu'il n'est pas le seul, mais surtout il coupe la piste et nique le tour lancé de certains, dont Dovi, pour prendre la roue de Nakagami. Non mais attends, en plus c'est pas pour prendre la roue d'un cador, donc Quartararo était pas là, donc. Bon, pour finir, il se fait mal, il chute. De son côté, c'est Bagnaia qui va tracter son copain DJ Antonio pour passer en Q2, tous les deux. Et en Q2, c'est Quartararo qui arrache la pole devant Martin et Zarco. Deuxième ligne composée de Brad Binder, Bastianini et Bagnaia, le gang DB. Et troisième ligne composée d'Oliveira, Rins et Miller. On fait pas d'habitude, mais on va signaler quand même un petit truc qui s'est passé au warm-up du dimanche matin. Marquez va se prendre un volume stratosphérique. Il va faire un high side quand il va perdre l'arrière, puis que celui-ci va raccrocher. Gros high side. Il était à plus de 180 km/h, je crois, à ce moment-là, d'après son appel à télémétrie. Donc il passe à l'hôpital ensuite pour des examens. Il sera déclaré, bien heureusement, non apte pour la course. Mais a priori, il s'est rien cassé. On l'a vu un peu passer à la télé, dire je vais bien, mais c'était le je vais bien et ça semblait qu'il avait pas l'air hyper bien. C'était mi-figue, mi-raisin quand même. Il est tout sourire parce que Marquez c'est sourire ultra bright, quoi. Mais ouais, ça, il a pris quand même un sacré coup dans la tronche. Hein. Moi, je pense que je serais en PLS jusqu'au mois de mai là au moins, avec ce que je me. Non mais franchement, et on peut en débattre. Hein. Est-ce que c'est la qualité des équipements qui fait que les pilotes ils prennent plus de risques sur la piste ou pas? Parce que sans équipement, il aurait été il y a 20 ans ou il y a 30 ans, ils pouvaient se finir handicapés, voire pire sur un accident comme ça. Hein. Vraiment. Après, il y a aussi le fait que les motos vont plus vite qu'à une époque. Bon, il y a de la sécurité qui est venue avec aussi, mais c'est aussi les motos qui ont aussi beaucoup évolué. Et après, moi, cette chute-là, je la mets tout à fait dans le prolongement de ce qu'on a vu en super replay le samedi, où tu le vois comme un gros porc en travers
avec waouh, c'est comme un Moto 2. Ouais, sauf qu'en Moto 2 quand ça raccroche bah voilà quoi, t'en prends déjà une belle, et bah là quand ça a raccroché au warm-up, bah c'était encore pire quoi. Et ouais, des volumes comme ça, des chutes comme ça, moi j'en ai jamais vu quoi. Ah si, à part Pedrosa, qu'on a pris des belles quand tu lui coupes son capteur de traction control, que tu le dépasses à l'intérieur. Donc lui, il avait pris à peu près la même, ça devait être en 2017 ou quelque chose comme ça. Mais, oui, mais c'est la même en couleur. À l'inverse de Pedrosa ou d'autres chutes de Marquez sur les high side, c'était à la réaccélération. Ouais. Donc effectivement, c'est le traction control qui peut déconner. Lui, il est en plein plutôt en phase de décélération, voire de freinage là. Hein. Quand il fait le truc, il est en train de commencer à entamer de prendre le virage. Donc voilà, c'est vrai que la Honda. Alors on en parlera plutôt au débrief. Tiens, on va peut-être demander l'avis d'Ophélie sur la chute de Marquez. Non, ouais, moi, j'étais impressionnée de cette chute. Je l'ai trouvée limite plus violente, et lui-même le dit que c'est la pire chute qu'il a pris dans sa carrière, que celle où il s'est cassé le bras. Mais en fait, là, vous parliez de l'équipement, mais pour moi, il y a une part de chance aussi, parce que malgré l'équipement, selon la façon dont tu tombes, enfin là, il se pétait le cou, quoi. Donc il y a vraiment une part de risque, et j'ose espérer qu'il se rend compte que ce week-end, il s'est vraiment poussé lui et la moto à la limite, parce que habituellement il arrive à rattraper quand ça décroche de l'avant. Là, en l'occurrence, ça décrochait de l'arrière beaucoup ce week-end, et il a pas été capable de la rattraper. Mais enfin, pour moi, ça pouvait finir que comme ça ce week-end. Il a passé son week-end à se pousser à la limite, et t'avais l'impression qu'il voulait aller plus vite que la moto et plus vite que ce qu'il est censé faire sur la trajectoire, et c'était vraiment dangereux, et c'était enfin, ça faisait peur à voir. Pour le coup, c'est rare les fois où personnellement je me dis que c'est vraiment dangereux et qu'il ferait mieux de s'arrêter et d'aller se reposer. Et là, je me suis dit, mais en fait, si c'est pour qu'il fasse ça jusqu'à la fin de saison parce qu'il n'est pas capable ou il n'est pas en mesure de se battre devant, ça sert à rien qu'il pilote, en fait, parce qu'il va finir par sauter. Ouais, c'est un peu ça exactement. D'ailleurs, il y a une théorie, enfin, les copains de la boîte à clapets en ont parlé un peu tout à l'heure, c'est est-ce qu'un Marquez qui était pas à 100% de ses capacités, donc ce qui est plutôt rassurant pour lui, aurait poussé autant la moto. Donc quelque part, c'est qu'il se sentait en confiance avec lui-même pour attaquer autant. C'est leur avis en tout cas. Ouais, moi je partage pas, parce que ouais. Au final, si tu pousses, enfin le fait de dire si tu pousses, c'est que tu maîtrises. Moi je vois le comment dire le verre dans l'autre sens. C'est-à-dire là, il a passé le week-end à, comme tu l'as dit Ophélie, à rouler à côté quoi. Samedi après-midi, si tu lui donnes 15 motos, il les met les 15 au bac. Hein. Tu peux faire ce qu'il veut. Il t'en plante une dans chaque virage et il va revenir en courant. Il va chercher la 16e pour la mettre ailleurs, pour la mettre dans le mur. Bah, c'est exactement ce qu'il a fait. C'est exactement ce qu'il a fait pendant les essais. Il s'est relevé à une vitesse quand il s'est pris ses 2 chutes en 5 minutes. C'était impressionnant de le voir courir, et en fait, t'avais l'impression que le mec était fou, quoi. Enfin, pour moi, ça montre juste une énorme frustration du type, parce qu'il a envie de piloter, il a envie d'être devant et de retrouver son palmarès qu'il avait. Enfin, vraiment, pour moi, ça transpirait la frustration sur son week-end. Alors, je peux peut-être apporter un peu de nuance. Ouais. C'est pas la faute de Michelin, mais Michelin, quand il y a eu les essais en février sur le circuit, ils ont vu que le pneu arrière était en souffrance à cause on en a beaucoup parlé ce week-end, du grip de l'asphalte. Du coup, il y a beaucoup de grip sur cet asphalte, et du coup, ça faisait beaucoup chauffer les pneus, et on était qu'au mois de février. Donc, ils se sont dit, Michelin, au mois de mars, on a besoin d'un pneu arrière qui chauffe moins, en tout cas qui tienne plus sur la durée d'une course, qui se dégrade moins vite, avec un autre composé, en fait, une autre composition. Donc, ils ont réintroduit le pneu arrière qu'il y avait en 2019. Pour tout le monde, hein. Ils ont introduit ce pneu avec une carcasse en fait plus dure au lieu d'une carcasse plus souple qu'ils ont introduit à partir de 2020. Et ce pneu, tout de suite, on a vu que ça marchait pas pour les Honda. On se souvient que les Honda, sur les essais officiels de Mandalika, ils ont plutôt ils étaient plutôt bien. Hein. Ils étaient plutôt bien. En FP1, il y avait Paul Espargaro qui avait terminé
premier, il me semble. Je crois que Marquez a terminé 2 de la FP2. Là, je suis en train de lire les résultats. Voilà, donc la moto, elle roulait super bien. Aux essais hivernaux. Aux essais hivernaux. Ouais. Donc, il y a 1 mois et demi. Donc, voilà. Et du coup, ce nouveau pneu, on l'a vu tout de suite ce week-end. Dès le début, toutes les Honda, les 4 Honda, elles étails complètement à la ramasse. Et ils ont jamais réussi à le refaire fonctionner. Alors que tout de suite, contrairement au Ducati qui avait du mal il y a 1 mois et demi avec en test, là les Ducati ont plutôt été bon, c'était un peu disparate, mais il y a des Ducati qui ont su rouler devant. Et il y a des teams comme ça qui ont réussi à faire avec le pneu, d'autres non. Et du coup Marquez, je pense que ça l'a frustré, il a voulu surcompenser ce manque de feeling qu'il avait. Et alors que c'était le boulot de son team de trouver le bon réglage. Et voilà, il s'est énervé, comme vous l'avez dit, il aurait pu casser 15 motos le samedi. Si on l'avait autorisé à rouler, il serait tombé en course. Mais clairement, moi, il me fait peur parce que on finit pas à 70 ans, 80 ans comme Agostini si on tombe comme ça tous les week-ends, quoi. Agostini, c'était un de ses talents, c'était de pas tomber, quoi, ou très peu. Après, enfin le point qui est sur lequel, enfin ce qu'on oublie aussi, c'est on voit les chutes qui prend le week-end quand c'est filmé, mais tu vois le point c'est que les chutes, les deux, enfin la chute de septembre ou octobre, quand il a ses problèmes oculaires, celle-là on l'a pas vu, et c'est moi ce qui m'étonne le plus, c'est comment est-ce que tu peux en arriver à ce point-là. Et revenir avec une mentalité comme ça 4 mois plus tard, quoi. Enfin, moi ça Après, ouais. On sait pas trop. Enfin, t'as raison. Mais sa chute à l'entraînement, tous les pilotes chutent à l'entraînement et se blessent. Ouais. Mais on sait pas trop si c'était juste de la malchance, comme Rins qui tombe de vélo à 20 km/h et qui se casse le bras, ou vraiment c'est parce qu'il forçait comme un dingue et puis il est tombé et puis voilà, c'est fait. Ouais, c'est les conséquences, moi surtout, si tu veux, quand on arrive à toucher le nerf optique ou ouais, c'est pas anodin, quoi, quand même. Et tu reviens, tu reroules comme un dératé. Et enfin là, putain, on parle d'une commotion. Enfin, quand il se relève, c'est pas chouette, quoi. Mais surtout quand tu vois que c'est lui qui a envie d'aller rouler, qui demande à rouler pendant la course. C'est un peu lunaire comme situation, et t'as aussi l'impression que le mec se dit j'ai loupé 2 ans, quasiment 2 ans complets, c'est maintenant ou jamais pour que je reprenne ma place parce que derrière ça pousse et que j'aurai peut-être plus ma chance derrière, quoi. Ouais, et c'est très bizarre. Je vous rejoins, c'est très bizarre parce que déjà il est sous contrat jusqu'en 2024, et en plus de ça, quand il chute à Jerez il y a 2 ans et qu'il se casse le bras et que tout démarre à partir de là, ses problèmes, c'est parce que il voulait être performant tout de suite. Au lieu de se dire, il y a une saison de 15 courses ou 10 courses, on savait pas trop à l'époque, mais il y a le temps, tant pis si je gagne pas celle-là. Et là où je vous rejoins, c'est qu'il a aucun recul sur lui-même. À aucun moment il se dit, bah écoute, c'est que la 2e course de la saison, il en reste 19 derrière. Je m'attache juste à finir dans les points. On va dire, il se fixe un objectif raisonnable, où j'espère qu'il va pleuvoir pendant la course, parce que c'était pas inenvisageable non plus. Et on sait que sous la pluie, il est pas nul. Et il se calme un peu durant les autres sessions. Il fait le dos rond, quoi. Ça arrive à tous de se dire, la moto, elle est inconduisible. Zarco, il la ramène au stand. Enfin, tu vois, je veux dire, au bout d'un moment, tu joues en dehors de ta carrière, de ta saison, tu joues ta vie aussi, quoi. Ouais, on va passer à la course. Oui, c'est vrai. Parce que là, on a parlé que de la Q1 et de la Q2. Hein. Grave. Donc, une course réduite de 27 à 20 tours, et c'était avant qu'on sache qu'il pleuve. Ouais. Donc, il pleut à l'heure du départ, qui était 8 heures ici en France, et tout est décalé. On a eu un gros mouvement, on savait pas si ça allait finir par rouler. Mais on a eu l'intervention d'une chamane indonésienne, et Quartararo qui l'a imité. On a eu aussi une fanfare militaire, et puis du coup les nuages sont partis. Donc on peut peut-être y voir une corrélation. Je dis faut tenter avec l'Angleterre l'année prochaine. Avec Silverstone, et puis aussi Le Mans, pourquoi pas. Ouais, c'est Alexis Masbou qui disait dans son débrief que
que Claude Michy avait pris la chamane pour le Mans, qu'elle était déjà en train de se préparer. C'est ça. Donc avec 1h15 de retard, on va pouvoir partir en mode pluie parce que la piste reste trempée, même si ça a bien drainé. Hein. Honnêtement, là-dessus, c'était impressionnant. Donc tout le monde a sorti les pneus médium pluie. Et c'est Rins et Miller qui prennent un départ incroyable, tout comme Oliveira. Donc toute la troisième ligne au complet passe devant. Quartararo et pour une fois Zarco restent également aux avant-postes. Ils ont un peu reculé, mais pas trop. Ils sont juste derrière. Brad Binder, lui, perdu à la 11e place. Bagnaia 9. Martin a beaucoup perdu également. Miller prend la tête pendant que Mir, parti 18e, pointe déjà à la 6e place. Miller va imposer un gros rythme et Oliveira reste accroché, c'est le seul qui arrive à le suivre à ce moment-là. Derrière, c'est Quartararo, Rins et Zarco qui forment un trio. 5 tours plus tard, Oliveira finit par passer Miller qui lui commençait à manquer de rythme. On ne le reverra plus, Oliveira. Dovi va abandonner sur problème électronique pour sa moto. Bagnaia manque de partir voir le tarmac de plus près sur une flaque d'eau, alors que Martin, lui, ne peut pas éviter la chute, malheureusement. À 6 tours de la fin, belle bagarre. Darin attaque son frère pour la 9e position et Zarco bataille contre Miller. À ce moment-là, Quartararo en profite pour passer les deux d'un coup en un enchaînement de virages. C'était assez impressionnant. Oliveira remporte la victoire pour KTM devant Fabio Quartararo et Johan Zarco qui avait fini par passer Miller. Donc première Ducati. Miller, Rins, Mir, Morbidelli suivent dans cet ordre-là. Brad Binder est 8e devant Aleix Espargaro. Darren Binder dans le top 10, premier rookie. On a Bastianini 11 et qui conserve... Darren Binder est bien 10e, pardon. Bastianini 11 et conserve la tête du championnat. Bagnaia est seulement 15e. Au classement, Bastianini garde la tête avec 30 points. Binder tout juste derrière avec 28 points. Quartararo, 27 points. Zarco 5e, suit de près, 24 points. Alors, on commence par Oliveira, bien sûr, le vainqueur de la course. Qui l'attendait ? Moi, je me suis posé la question pendant le week-end, en voyant ce qu'il avait fait pendant les essais et pendant les qualifs. Je m'étais dit, il peut être pas loin du podium, pas forcément dans le podium, mais au moins dans un top 5. Mais de là à s'attendre à le voir sur la première marche, c'est quand même très satisfaisant de le voir revenir, le voir revenir à la victoire. Et surtout que, alors je vais pas les chiffres en tête, mais ça propulse quand même KTM en tête du championnat constructeur, et ça, je pense que c'est pas arrivé depuis un moment aussi, donc c'est assez cool pour eux. Cyril ? Oliveira ? Moi, je l'attendais pas du tout parce que fin de saison compliquée, intersaison bizarre aussi. Après, là, est-ce que c'est l'arrivée du chef de Pramac qui commence déjà à porter, je sais pas, mais le fait est que après il est intouchable sur la course, quoi, il y a rien à dire. C'est des conditions, tu vois, je tendais plus Binder. Ouais. Mais après c'est un point qui est à recouper avec Quartararo, et on a souvent dit que Quartararo était pas très à l'aise sous la pluie, mais en fait il est pas à l'aise sur les conditions mixtes, c'est-à-dire soit du séchant, ou au contraire une pluie qui vient alors que tu pars sur le sec. Il est pas à l'aise sur ça, mais là pour moi ça a été la grosse surprise de cette course, c'est de voir que Quartararo, quand ça part sous la pluie et que ça se passe bien, moi je l'ai trouvé vraiment à l'aise. Il a fait des belles choses, il s'est bien battu avec Zarco, Miller, qui sont bien connus pour être à l'aise quand il y a de la flotte. Donc il était bien, quoi. Mais Oliveira, je l'attendais pas. Ouais, je te rejoins sur Binder. Je pensais qu'au vu des conditions, Binder, vu qu'il partait pas très loin de la tête, allait pouvoir se montrer, mais pas trop en fait. Et c'est Oliveira qui nous claque cette course incroyable. Franchement, fallait qu'il mette les slicks, Binder. Oui, c'est ça. Je sais pas il aurait pas eu un drapeau rouge, non, honnêtement. Il peut avoir un drapeau rouge pour ça, ou un drapeau tu peux noir. pas. Oui, là, tu peux pas. Ouais. Vu ce qu'il y avait sur la piste, tu peux pas. Donc Oliveira, voilà, on passe vite fait dessus, mais il a fait une course incroyable.
Pour en revenir à Quartararo, je te rejoins aussi. Il a dit en conférence de presse après course qu'il était surpris lui-même du grip qu'il avait. Ils l'ont tous signalé de toute façon, hein, qu'il avait un grip énorme même sur le mouillé, et que voilà, il aurait jamais cru possible de poser le coude sur une piste mouillée, et voilà, il a pu le faire. Donc il n'en revenait pas. Il s'est senti effectivement très à l'aise. Belle course aussi de Quartararo qui finit qu'à 2 secondes d'Oliveira. Peut-être qu'il y avait un peu plus de tours, il aurait pu aller le chercher. Donc voilà pour ces deux-là. Il y a eu des sacrées virgules quand même, hein. Parce que étonnamment, d'habitude, j'ai l'impression que ça chute un peu plus quand il y a une course sous la pluie. Là, il y a eu assez peu de chutes, mais il y a eu des très très grosses virgules dès que ça sortait sur la peinture ou sur le vibreur. C'était chaud, hein. Il y a eu une chute. Martine. Ouais, il y a eu Martine. Et puis Martine à cause d'une flaque d'eau en plus de ça. C'est vraiment la chute bête. Mais par contre, je suis pas forcément d'accord avec toi, Pierre, sur le fait que s'il y avait eu quelques tours en plus, Fabio aurait pu le rattraper, parce qu'on le voit quand tu regardes, quand Oliveira se fait pas noter, il arrive à réaccélérer légèrement et prendre vraiment à vraiment laisser un espace avec Fabio, en fait. Donc est-ce que si cette tour de plus il y avait eu, ça aurait suffi? Je suis pas sûre. Je pense peut-être qu'à cette tour, on aurait quand même eu des problèmes de grip pour certains pilotes. Je sais pas qui, mais là, clairement, le pneu, il pouvait continuer. Ils avaient pas ce problème à gérer, quoi. T'as peut-être raison, on saura jamais. C'est ça le problème des scies. Avec des scies, on refait le monde. Bah, la piste, elle a quand même séché assez vite, hein, parce qu'au début, tu vois quand même des belles gerbes derrière les motos, et 40 minutes plus tard, tu vois que la trage, elle a quand même été bien séchée par les passages. Et bon, elle est toujours mouillée, quoi, mais c'est des conditions qui sont encore changeantes, quoi, je trouve. Exactement, c'est ce que je disais. Il devrait aller parler un peu aux propriétaires du circuit Silverstone pour leur dire comment faire un asphalte qui draine l'eau. Parce que clairement, sur ce côté-là, c'était impressionnant. Ouais. Ouais. Quand tu vois la BMW là qui ouvre la piste sous la pluie, là, il y avait des trous d'eau de 30 cm facile à certains endroits. Et puis 20 minutes après, il y avait toujours une couche d'eau, mais pas. Enfin, moi, je serais pas allé rouler là-dedans, mais en tout cas, ça avait l'air de pouvoir rouler. Ouais. Après, Fabio, il fait quand même une plutôt belle manœuvre, dans le sens où il me semble un peu décroché quand Zarco va commencer à titiller Miller, et le fait que les deux soient à peu près dans le même rythme, ça lui permet de raccrocher, et après il profite, c'est facile à dire, hein, mais il fait un sacré dépassement sur les deux, quoi. Je trouve que la manœuvre est belle, et c'est plutôt bien joué, quoi. Et puis c'est assez satisfaisant de le voir aussi. J'ai eu l'impression qu'il lui avait fallu 2-3 tours avant de se sentir à l'aise, mais une fois qu'il était parti, il était là, et il y avait pas ce côté qu'il pouvait avoir où il était pas aussi serein les saisons précédentes sous la pluie. Là, j'ai juste l'impression de le voir rouler et faire sa course aussi bien sur du mouillé comme sur du sec, de y aller et pas se poser de questions. Donc c'était assez satisfaisant, et c'est quand même de bon augure pour lui. Un peu une perte de timidité, tu dirais? Ouais, je pense, et surtout une prise de confiance qu'il avait pas forcément dans les saisons d'avant, quoi. C'est ça. Moi, ce que je disais un peu sur Twitter après la course, c'est que vraiment, pour moi, il a roulé comme un champion du monde devrait rouler, quoi. On sent la confiance, c'est exactement ça. Il transmet une assurance, c'est moi le patron. Enfin, il le dit pas, mais il le dégage naturellement, en fait. Une sérénité, et c'est tant mieux, quoi. Ça fait plaisir à voir, franchement. D'ailleurs, c'est quoi ce petit accrochage qu'il y a eu avec Miller? Franchement, pas grand chose. Ouais, parce que moi, en course, j'ai pas capté. Et quand j'ai vu passer 2-3 tweets, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est vraiment du drama, encore une fois, pour faire du drama. Il y a juste eu leur petit accrochage en début de course. Miller lui a dit un truc en fin de course, et comme Quarta a dit, il sait même pas ce qu'il lui a dit, et il s'en fout, parce qu'en vrai, c'est un fait de course. Dans le sens inverse, Fabio s'en serait fichu aussi. Donc, je pense que là, c'était vraiment autant l'air réel et les questions des médias que les tweets qui étaient faits pour inventer un drama là où il n'y en avait pas. Ouais, c'est ça. Après, je peux comprendre que Miller puisse dire un mot à Quartararo, genre tu m'as gêné, mais je pense pas que Miller ait dit autre chose, quoi.
Il lui a pas dit tu m'as fait perdre la course, tu vois, de toute façon. Mais de toute façon, il y avait Oliveira qui était sur une autre planète, donc. Mais voilà quoi. Je rejoins Ophélie. C'était pas grand chose. C'est rien du tout quoi. Ouais. Qui voulait parler des Suzuki? Ouais, moi j'ai noté que au premier GPS c'était pas devant, mais elles étaient là dans le top 10, et au second des GPS c'est pareil, avec elle se rapproche un peu plus de la tête d'ailleurs. Donc c'est pour moi la seule équipe qui est constante. Que les deux pilotes sont constants tous les deux sur les deux premières courses. Ils terminent à 7 secondes de la tête, donc la moto est là cette année, et les deux pilotes sont rapides, donc bravo à eux, parce que visiblement c'est loin d'être le cas partout. Et tu penses à qui? Yamaha, Ducati, ouais, Honda, je pense à tous quoi. Yamaha, ça va, il est bien placé, Quartararo. Après là, oui, mais 1 sur 2. 1 sur 2. Ouais, mais attends, le deuxième, il est mal au genou. Voilà, je trouve des excuses, hein, c'est bon. Faut un bon week-end. Non, mais voilà, c'est pour te dire. Donc c'est à souligner, je trouve. On n'a pas forcément grand-chose à dire sur eux, mais ils vont vite. Donc ils sont là. Ouais, je pense que ça, de mon point de vue, on pourrait s'attendre un peu à mieux de Mir, parce qu'il faut pas oublier quand même que c'est le champion du monde il y a 2 ans, quoi. Mais ouais, c'est les seuls, comme tu dis, les seuls réguliers. Donc à voir comment ça évolue en début de saison. Moi, j'en attends plus. Hein. Régulier, c'est bien, mais il faut aller jouer le podium. Hein. Après, la course en Indonésie, elle est forcément particulière de par les conditions climatiques. Mais ouais, c'est régulier 5-6. Moi, ça m'intéresse pas plus que ça. C'est intéressant. Ouais, pour la régularité, mais il manquera toujours un petit poil pour faire quelque chose, quoi. Après, faut pas oublier que Mir, quand il a gagné, c'était avec sa régularité, sans forcément faire des podiums. Ouais. Donc, faut voir, sachant que la saison est plus longue, donc il y a plus de points à prendre. Et il y a toujours ce truc d'après trêve où les cartes sont un peu rabattues, mais ouais, moi j'attends de voir, et je me dis si c'est le seul team à réussir à être quand même dans le top 10 et à prendre des points régulièrement comme ils le font, ils peuvent quand même nous sortir une place pas trop dégueu au classement en fin d'année. Ouais, pour moi ils vont se rapprocher même du podium. Ouais, ils vont apprendre à mieux utiliser le matériel, tu penses? Hein? Ouais, optimiser un petit peu. Et puis Rins a arrêté d'aller ramasser du sable, donc c'est bon. Ça y est, il a fini la collecte. Il va faire quelque chose. Il prend les morceaux d'asphalte maintenant. Qui voulait parler de Morbidelli? Pierre? Ouais, parce que moi, juste dire que ça fait plaisir de le voir pas qu'en course, tout le week-end. Il a fait des choses intéressantes. Moi, ça faisait 2 ans que je l'avais pas revu à ce niveau, donc je suis content de voir qu'il a peut-être trouvé le mode d'emploi de la 2022 et que sa blessure semble un peu derrière lui. Bon, après c'est pas mon pilote préféré, mais voilà. On sait tous que c'est bien. Oui, non, mais voilà, de plus le voir 19e, c'est cool, quoi. Oui. En galère. Pour rebondir sur ce que disait Ophélie tout à l'heure, j'ai regardé, c'est bien KTM qui est premier au championnat constructeur devant Ducati et Yamaha, et aussi KTM qui est devant au championnat équipe devant Yamaha et Suzuki. Ouais, ça c'est les championnats qu'on regarde pas. Je regarde, c'est les seuls que Ducati arrive à gagner. Ouais, c'est peut-être pas pour cette année encore. Oh, il reste 19 19 courses. Alors, qui voulait taper sur le casque de Nakagami là? J'ai fait un compliment à Morbidelli. Je vais bien devoir taper sur quelqu'un. Donc c'est Nakagami. Franchement, il est coincé entre 4 rookies à la 19e place, donc 2 devant lui, 2 derrière lui. C'est inadmissible pour un pilote comme Nakagami. Il finit derrière Fernandez et Di Antonio, et devant Bezzecchi. Et encore, ça joue à 2 millièmes. Bezzecchi est derrière lui pour 2 millièmes. Et Gardner, il est plus loin. Mais c'est quoi ça? Je suis choqué là. Non, mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'il fout là, en fait? Paul Espargaro et Marquez font 12-13. C'est nul, mais ils tiennent leur rang, on va dire. Ils terminent dans les points. Non, mais Nakagami, c'est vraiment... moi, c'est ce que je disais dans l'épisode de lancement. Pour moi, c'est vraiment le pilote qui est là pour le quota des nationalités et qui sert à rien, quoi. Il bloque une place, il avance pas, il progresse pas. Tu peux même pas te dire c'est un pilote qui... Ok, laissons-lui quelques courses, laissons-lui quelques saisons pour s'y mettre. Non, il est là, il se balade le week-end, quoi. Oh là là. Il fait des autographes. Ouais. Il dit tout de suite qu'il bouffe de l'essence pour rien. Bon, il bouffe de l'essence pour rien. Il pollue pour rien.
Même la réal ne prend même pas le temps de le filmer, quoi. Alors qu'ils prennent le temps de filmer les rookies, donc c'est que vraiment que le mec, tu sais pas pourquoi il est là. Et puis plutôt une belle livrée en plus, donc il pourrait le filmer plus souvent. C'est du gâchis. Je vous trouve sévère. Moi, je vois Ayogura qui pousse. Ouais, bah oui, derrière. mais de toute façon, ça c'est couru. Hein. Ça c'est couru. Nakagami, c'est pas performant, c'est pas la première année, ça continue comme ça, et puis bah voilà, l'année prochaine, le guidon il est pour Ogura, et puis il en fera rien parce que les Honda satellites elles sont pas bonnes. Enfin, au bout d'un moment, faut voir. Hein. Alex Marquez, il en chie aussi comme pas possible tous les week-ends. Nakagami, il en fait rien. Personne en fait rien. Cecchinello, il a récupéré des merdes. Mais non, mais enfin c'est dommage parce que autant avant ils avaient plutôt une bonne stratégie avec une Honda satellite chez Cecchinello et une autre chez Gresini. Et là, depuis 5 saisons, c'est pas bien quoi. Bah, ils s'en sortaient tout juste avec Crutchlow qui pouvait dans un bon jour un peu surperformer, en fait, on se rend compte aujourd'hui. Et puis Crutchlow, l'avantage, c'est que lui, il ouvrait sa gueule. Donc quand ça allait pas, il le disait. Et du coup, peut-être que son team avait des pièces en plus ou des réglages en plus, quoi. Mais c'est sûr qu'avec les très polis et très effacés Alex Marquez et Nakagami, je sais même pas s'ils osent dire qu'il y a un problème sur la moto, quoi. Ils doivent tout le temps en train de s'excuser pour dire ça. On est désolé d'être nuls, quoi. Et puis au-delà de ça, Crutchlow, c'est un bon pilote. Nakagami, il fait rien. Depuis qu'il est là, il a fait une pole. Il y a une grosse différence de quoi. classe entre Nakagami et Crutchlow quand même. On peut lui trouver beaucoup d'excuses, mais vraiment... Là, je crois que c'est la boîte à clapper qui avait regardé... 2 fois que j'en les cite, on va devoir les payer, je crois. 2 podiums pour Nakagami en carrière, toute sa carrière, hein, pas que MotoGP. Non, mais c'est ça, et sa seule position, il a fini par tomber, donc vraiment... Je pense vraiment qu'il ferait mieux de redescendre en Moto 2, soit de se poser la question de sa carrière à venir, quoi, parce que de toute façon, avec le nombre de pilotes qui vont pousser en Moto 2, il va pas faire long feu, quoi. Bah non. Ouais. Bah, les 2 pilotes Honda, Team Asia, Moto 2, c'est Chantra qui a gagné la course et Ayogura qui finit 6 et puis qui finit 6, ouais, c'est ça, et qui est plutôt bon, qui a fait une bonne saison de rookie et qui se monte toujours cette saison. Donc, ouais, effectivement, je pense que c'est déjà des pilotes dans le giron Honda. Il n'y a pas de raison que ça se fasse pas rapidement si Nakagami se met pas à faire autre chose que ce qu'il fait là, quoi. Ouais, bah dis donc. Pas très reluisant le tableau. Mais bon, on n'est pas Nakagami. Ça se trouve, il va être content de pouvoir passer plus de temps au Japon. Moi, je leur signerais. Hein. Je crois. Moi, je crois. Non, mais Honda, il cherche des pilotes d'essai. Depuis que Crutchlow a dit non, je vais chez Yam. Et qui, du coup, Crutchlow est payé à pas rouler. Qui voulait parler de Bagnaia dans cette petite affaire? C'est moi, je crois. Encore tous les autres points, c'est moi. Ah ouais. Bah, Bagnaia, P15. On se souvient qu'au Qatar, c'est lui qui chute en emportant Martin. Ah, donc, donc, 1 point en 2GP pour Bagnaia, ça va pas du tout. Pas du tout, non. C'est une catastrophe. Voilà. Bah, comme j'ai écrit en dessous, qu'est-ce qui se passe chez les Ducati, quoi. Eh bah tiens, qu'est-ce qui se passe chez les Ducati? Pierre, qu'est-ce qui se passe? Bah, je sais pas, il faudrait que j'appelle Tardosi pour voir ça, quoi. Mais ouais, Pierre, vous déconnez il grave. répond pas. Il répond plus. Non, il répond plus. T'as perdu la ligne directe? Ouais. Mais tu vois, on a discuté en début de saison. Ils ont fait un choix dans le team officiel de partir sur une moto hybride, en fait, c'est-à-dire qu'un moteur 2021 plus avec le châssis 2022. Et Pramac avait pas le choix, ils sont partis avec tout le package 2022 et au final sur cette course, on voit que Martin et Zarco sont en première ligne et Zarco finit sur le podium. Ouais. Non, mais en tout cas, on voit que finalement ce package global 2022 était pas au début de saison est mieux que ce qu'il a, même si Miller finit 4e aujourd'hui. La course d'aujourd'hui, elle est quand même très particulière pour pouvoir juger de ça. Surtout que tu sais que Zarco et Miller sont à l'aise sous l'eau, hein, donc tu leur files une GP19, ils en feront quelque chose. Hein.
Bah, on regarde les qualifs. Ouais. Bagnaia qui est en Q2, qui est en Ouais, Q1. qui est en Q1. Il se qualifie pour la Q2. Et même en Q2, c'est pas brillant. Et c'est les Pramac, comme je disais, qui font les meilleurs temps. Donc, bon. Et c'est assez surprenant de les voir à ce niveau et en galère au final, parce que c'est un peu ce qui s'est passé tout le week-end. Ils ont quand même pas mal rétrogradé pendant la course, alors que pendant les tests hivernaux, ils étaient quand même, enfin sur les essais à Mandalika, ils étaient quand même assez puissants et c'est ce que j'avais dit dans l'épisode de lancement, c'est que t'avais vraiment l'impression d'avoir l'armée rouge des Ducati qui était là et qui prenait toute la place, et il y avait que eux là, ils sont limite tu les vois pas de la course, quoi. Ce qui est assez frustrant. Enfin, plus pour le point que tu as noté, c'est-à-dire c'est frustrant pour Bagnaia. À mon avis, Miller, lui, il est dans la position où il a peut-être pas eu le choix au niveau du package, c'est-à-dire que c'est Bagnaia qui a dû dire ouais, moi le moteur 2022 je le sens pas, et lui il a, en tant qu'équipier, il a certainement pas eu le choix, il a juste besoin de suivre. Donc Miller, je pense que c'est lui qui est un petit peu à la place du con, quoi, et il doit faire avec ce qu'il a et voir s'il réussit à s'en dépatouiller, quoi, parce que ouais. C'est ça, il doit faire avec ce qu'il a, il doit faire mieux que Bagnaia s'il veut garder sa place, quoi. Bah après, de toute façon, Bagnaia, ils l'ont déjà prolongé, donc s'il y en a un qui saute, c'est Miller. Ça. Ouais, t'as quand même Martin qui pousse, mais Martin, s'il continue sa saison comme il l'a commencé, voilà. Miller, il risque pas grand-chose, quoi. Ou alors c'est Zarco qui prendra sa place, et ce sera pas pour nous déplaire. Mais... Zarco, à mon avis, ils le montreront pas parce qu'il est maintenant un peu trop âgé. Mais après, ouais, il y en a deux qui poussent, c'est Martin et Bastianini qui gagne la première, quoi. Après, faudra voir, ouais, au tiers de saison comment ça va se goupiller. Mais c'est vrai que le départ de Bagnaia est pas satisfaisant, quoi. Un point en 2 courses, c'est dur. C'est pas génial. Faut vite se ressaisir. L'Argentine, j'ai pas trop regardé comment ça donnait là-bas les Ducati. En général, c'est... Après, ça fait longtemps qu'ils ont pas roulé là-bas aussi. Depuis 2019. En général, c'est moyen, ou quand ça commence à vouloir faire podium, il y a Yannone qui débarque et qui fait chuter tout le monde, quoi. Eh ouais, mais c'est beau, ça! Ouais, ça nous manquerait un petit peu, quand même, sur les courses. Mais même chez Suzuki, même chez Aprilia, je le suivais, quoi. Mais bon. Même chez Aprilia? Mais oui. C'est le seul qui est rigolo. Oh non, Miller, il est sympa quand il ouvre des bières. Mais Miller, c'est pas la même. C'est pas le même délire. Le même ego, parce que Yannone, il a un ego énorme, un peu à la Lorenzo presque. Hein. Ah bah Yannone, moi j'ai l'impression de voir, tu vois, une rockstar. Ouais, quoi. c'est ça. Mais c'est un peu ça. Hein, tu le vois, quand tu le suis maintenant sur les réseaux, le mec fait Danse avec les stars. Hein, à un moment donné. Le jour où Fabio nous dira qu'il loupe 3 mois pour faire Danser avec les stars, on se posera des questions, mais c'est Yannone, ça n'étonne personne, en fait. C'est ça. Qui voulait parler de KTM avant qu'on termine, là? Quand c'est pas l'un, c'est l'autre, qui c'est moi. Ça quand c'est pas... encore? Ouais, Pierre, quand c'est pas Binder KTM. qui fait un résultat, c'est Oliveira, quoi. Donc, on l'a un peu dit avant. Bon début de saison de KTM. On compte pas Tech 3 parce que c'est des rookies, parce qu'on sait pas... Bon, bref, c'est plus compliqué, mais en tout cas, les officiels sont là. Comment ça, c'est plus compliqué? T'as, je sais pas, la communication de Tech 3. Non, je rigole. Donc, impressionnant. Ils étaient à la ramasse l'année dernière. Ils étaient un peu là il y a 2 ans. On sait pas trop les situer. Et puis, en tout cas, ils ont bossé cet hiver. Voilà. À voir si ça tiendra toute la saison. Après, c'est vrai que côté rookie, ça se demandait ce qu'ils font aussi, parce que Fernandez 17e, Garner 21, c'est un peu décevant quand tu vois le potentiel des pilotes après qu'on est qu'à la 2e course, donc la saison réserve sûrement des surprises, mais faut espérer qu'ils aient bossé aussi de ce côté-là. Pas parler de Binder d'ailleurs en parlant des rookies. Top 10 quand même, Darin. Il a joué sa carte avec une moto vieille et le fait que la pluie rebatte un peu le Schmilblick, quoi, et c'est tant mieux pour lui, honnêtement. 10e devant Paul Espargaro, Marquez, Bastianini, ouais, Bagnaia, clairement, bravo à lui, surtout qu'il n'a pas fait 10e, il termine juste derrière le 9e, Alex Espargaro,
Il s'est battu avec son frère aussi à un moment donné, donc top quoi, vraiment belle course. Belle bagarre, mais ça on savait qu'il savait se battre en Moto3, on le voyait très bien. C'est juste qu'il le fasse en MotoGP sous la pluie, c'était inattendu quoi. Ah, c'était pas attendu. Carrément. Entre Oliveira et lui, c'était les surprises. Là. Exactement. Est-ce qu'on a fait le tour ou pas? Moi, j'aurais bien dit un petit mot quand même sur le traitement médiatique sur ce circuit qui me frustre à un point où vraiment j'étais... En fait, j'ai beaucoup aimé la course et le circuit et le tracé et tout ce que ça implique, mais tous les à côté m'ont rendu dingue tout le week-end de voir un nombre incalculable de stories et de photos des pilotes en train de faire regardez des enfants partout qui nous vendent des bracelets, c'est super, c'est drôle. Et après de voir sur le circuit les pilotes et pas que et les teams aussi morts de rire parce qu'il y a une chamane sur la piste ou la fanfare. En fait, j'ai eu l'impression vraiment que c'était un peu du foutage de gueule pour rester poli, des occidentaux qui découvrent les cultures étrangères et pour moi c'était vraiment c'était drôle à voir sur le moment de voir Fabio faire ce qu'il a fait avec la chamane, mais il y a eu un certain manque de respect envers la culture des peuples et des populations qui vivent là-bas, et j'ai trouvé ça vraiment dommage quand tu rajoutes ça aux conditions sur lesquelles ont été construits le circuit quoi. Enfin il y a un truc vraiment dérangeant pour moi sur ce circuit et sur le traitement médiatique qu'il y a eu tout autour. Pierre, je vais rebondir sur certains points. J'ai trouvé ça pas gênant. Ouais. J'ai eu un petit malaise quand j'ai vu Quartararo faire son truc, qui était très rigolo par ailleurs. Je me suis dit, comment ils vont les locaux, les Indonésiens, qui sont croyants, qui sont spirituels, etc., peuvent interpréter ça. Il y en a qui peuvent mal le prendre, et effectivement qu'on se moque d'eux, ou il y en a qui peuvent rire avec ça, parce que ça peut être une croyance qu'on prend pas au sérieux, mais qu'on fait quand même, hein, comme nous on passe pas sous une échelle parce qu'on pense que ça va nous porter malheur. Non mais je peux pas être à leur place, donc effectivement il y a eu un petit instant où je savais pas comment ça pouvait être pris. Après, c'est jamais facile d'aller dans un pays avec des cultures totalement différentes. Pour le reste, on a vu Fabio Quartararo inviter des enfants à manger des glaces plutôt que de leur acheter des bracelets. Ça c'était un petit moment sympa. Et pour la fanfare, je voulais rebondir sur la fanfare. Moi, ce qui m'a pas, je trouve pas ça folklorique, parce qu'en fait toute cette saison, la règle a changé et on a l'hymne national du pays dans lequel tourne le Grand Prix, qui est joué avant le Grand Prix. Avant, il n'y avait pas ça. Donc, en fait, des fanfares, on va en voir pour tous les pays du monde. Aux États-Unis, on va avoir droit à la super chanteuse à moitié a cappella. Ça, tu l'as à chaque fois aux États-Unis. Ouais. Parce que là-bas, c'est culturel, mais en fait, on va l'avoir même en France. Si c'est pas une fanfare militaire, on va avoir un truc comme ça. Donc, ça, c'est bof. Mais, après, il y a des points où Ophélie a pas tort, quoi. C'est toujours, on a un regard très occidentalisé. Est-ce que ça peut pas être pris comme une marque de condescendance de faire ou de ne pas faire certains gestes? C'est toujours hyper compliqué, quoi. Et effectivement, au début, moi, j'ai pas vraiment vu le côté gênant, mais tu le découvres assez vite quand même. Et c'est un peu... Je trouve que c'est un peu dommage. Surtout, là, c'est un tweet que j'ai partagé il y a pas longtemps dans le groupe, où t'avais le dessinateur du circuit qui dit ah là là, quand j'ai gravi cette colline et que j'ai vu là, c'était le merveilleux endroit pour construire mon super virage 8 ou je sais pas quoi. Et t'as envie de lui dire bah ouais, puis le village qui était là, t'as foutu une tribune, donc les gars ils sont allés vivre ailleurs quoi. Et ça pose quand même les points qu'on avait soulevés, des problèmes d'appropriation culturelle, de poser des circuits là où il y en a peut-être pas nécessairement besoin, d'aller courir dans des endroits du globe où d'un point de vue climatique, tu sais qu'il va pleuvoir, donc c'est la saison des pluies, donc tu vas t'en prendre sur la gueule. Et voilà, donc c'est un raisonnement qui étonnamment touche pas la Dorna actuellement, donc c'est un peu dommage. La FIA, je sais pas comment elle la gère cette histoire-là.
pour le coup, la Dorna s'accommode bien des traditions et de ce qu'ils veulent en fonction des pays, parce qu'au Qatar, c'est la même chose. Tu peux très vite trouver des choses problématiques, rien que sur le traitement des êtres humains et le traitement des femmes là-bas, et ça pose aucun problème à aucun pilote n'en parle, la Dorna n'en parle pas. Donc, pour moi, c'est vraiment, tu vois, pour ce week-end, pour l'Indonésie, c'est vraiment chaque petit truc de chaque côté peut paraître pas trop problématique, mais depuis le début des tests hivernaux et la construction de ce site, en fait, je trouve que c'est une accumulation de choses qui font que... Mais ça fait un tout, hein. Ouais, c'est ça. Enfin, on aurait pu s'en passer, quoi. Tu peux pas voir, comment dire, les choses uniquement, de manière unitaire. Parce que c'est mine de rien, c'est l'image qui est projetée sur 3 jours de course. Donc, tu te fais une vision globale. Après, c'est notre vision d'occidentaux sur ce qu'on a vu. Peut-être que eux, ils en ont une autre, et c'est ça qui serait plus intéressant d'avoir. Et ça, c'est peut-être un regard qu'on pourrait avoir, tu vois, par l'intermédiaire de journalistes qui sont passés, qui ont suivi ça pour voir qu'est-ce qui s'était, comment c'était vécu. Après, ce qui était intéressant, c'est quand même de voir que le dimanche, il y avait pas mal de banderoles, tu vois, autour de Quartararo. Ça a l'air d'être un pays qui vit pour la moto quand même, quoi. Ouais, de toute façon, si t'as vraiment envie de savoir un peu ce qui se passe derrière, t'as Simon Patterson qui prend un malin plaisir quand même à te pointer du doigt les problèmes sur ce genre de pays et circuit, et de te faire un retour assez... Alors, je sais pas si je peux dire neutre, parce que des fois, il a un avis bien tranché, mais... Ouais, mais il est critique. Ouais, des fois, il l'est un peu trop. Mais... je trouve, mais il est assez virulent dans ses propos, mais ouais, c'est un bon retour, je trouve, de ce qui se passe là-bas. Après, certains lui reprochent, c'est son engagement sociétal, on va dire, à Simon. Ce qui est bien, c'est que parfois ça jure tellement avec les autres journalistes MotoGP qui parlent que du MotoGP, que si on prend une balance, parce qu'effectivement, des fois, Simon est parfois excessif, selon moi, encore une fois, c'est surtout dans sa manière, plutôt que dans ses propos. Ça permet quand même d'avoir une idée de ce qui peut se passer. Ce qu'a fait Fabio, moi j'ai rigolé, c'était très drôle, mais effectivement, si c'est quand même la Dorna ou la réalisation de la Dorna qui a décidé de le passer à l'écran, et ça c'est autre chose. Ouais. Pour son team, c'est une blague dans son team, machin. Est-ce que ça a besoin d'être montré au monde entier? Peut-être de blesser certaines sensibilités, je ne sais pas. Ouais, je pense qu'il y a un manque de recul aussi. Alors la Dorna c'est une chose, mais des pilotes, c'est qu'ils sont dans une bulle, entre guillemets, à longueur d'année avec les Grands Prix, et qu'ils n'ont peut-être pas non plus le temps de se poser pour avoir les prises de conscience et le recul qu'il faudrait pour ce genre de situation, parce qu'ils sont dans une bulle où tout est... ils vivent moto, ils dorment moto, et tout ce qui se passe dans la moto, ça les intéresse, et ça s'arrête là pour la plupart. Donc... Je sais pas si je garderai toute cette partie quand même. Parce qu'on a quand même pas mal dérivé, mais c'était super intéressant. Parce que c'est un sujet qui est quand même important sur... Tu feras plein de coupes. Bon, on va conclure quand même, hein. Parce que là, sinon, on va parler pendant des heures. On peut parler pendant longtemps. Ouais. Prochain Grand Prix, donc en Argentine, avec un joli décalage horaire, puisqu'il faudra attendre 17h. Et là, pour le coup, on sera vraiment à l'heure de l'apéro du soir. Pour la course Moto 3, Moto 2 à 18h20 et MotoGP à 20h. Ça coïncide avec les élections présidentielles ou pas? Non. Aucune idée. Non, c'est pas dans 2 semaines. Là, tu me fais peur. Voilà, ouais. Non, je crois pas. C'est la semaine d'après. La semaine d'après, ouais. Il y a un autre... Ah non, il y a un Grand Prix après. 10 et 24 avril. Ah ouais, donc il y a un Grand Prix après encore. Oh là là. Ah oui, il y a le quota après. Ouais. Ah, ça va être cool. Ça va être cool. Et il faut faire... on verra du coup le circuit quand il a été rebâti, enfin les installations, voir s'ils ont fait ça proprement, parce qu'on s'en souvient, ça a pris feu l'année dernière. Et puis voilà, hâte de voir à nouveau la moto là-bas. Ça fait longtemps. Ophélie, impatiente? Ouais, j'ai pas grand chose à ajouter. Mais non, j'ai hâte aussi. Et franchement, c'est cool d'avoir des courses en fin de journée. Tu peux faire et des trucs de ton dimanche et dormir. Donc,
Donc c'est pas mal. Non, j'ai hâte. De toute façon, c'est toujours trop court entre les courses. Oh, Trop long. ouais, trop long. C'est trop long. C'est trop. Ouais, quand il y aura une semaine, tu vas voir. C'est chaud, ouais. Ouais. Sur ce, vous pouvez nous retrouver donc sur le Discord, sur Twitter et pour les épisodes sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts. Merci à tous. Merci. Ciao. Ciao.